Bonjour chers amis, et bienvenue dans le point G. Pour ce premier numéro, nous allons taper fort. Très fort, voire même trop fort. Nous allons vous parler du plus grand des aventuriers européens, de la moins virile des icônes belges et du plus fainéant journaliste qui existe. Tintin. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Si vous connaissez pas Tintin, je suis désolé pour vous. C'est le protagoniste d'une série de bandes dessinées écrites et dessinées par un homme à deux prénoms. Quentin Michel, Émile Louis, Georges Rémy, alias Hergé, qui a donc commencé à faire ses bandes dessinées depuis 1929. ou 1923, si vous considérez que Tintin descend de Totor, le boy scout belge. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Hergé, on est là pour Tintin. Cette œuvre est une pépite, elle est riche, dynamique et solide, et elle est drôle. Oui, c'est drôle. Si, c'est rigolo. Si. Première chose et non des moindres qu'il faut mettre sur le crédit de Hergé et de Tintin, c'est du putain de bon dessin. Il est fort le mec, le dessin est net et précis en ligne claire, avec un sens de la composition et du dynamisme qui laisse pantois. Oui, je dis pantois. La ligne claire, c'est une technique de dessin qui vient de l'école belge. Il s'agit d'un dessin caractérisé par un trait d'encre noire d'épaisseur constante. Chaque élément forme une cellule isolée par son contour et reçoit une couleur donnée. Chaque couleur se trouve donc ainsi séparée de sa voisine par un trait. Eh oui, seul Hergé était capable de faire de la vraie ligne claire. Les autres, non. Voilà, comme ça, vous mourrez moins. Ajoutons à ça que les progrès du bougre se voient nettement au fil des albums. Entre les dessins de Tintin et les soviets, qui ressemblent plus à des refs de mecs bourrés qu'autre chose, et Tintin au Congo, Hergé se débloque le poignet et développe un sacré coup de crayon. Un coup de crayon qui ne cessera de s'étoffer au fil des aventures de notre bon vieux Tintin. Et dire qu'à la base Hergé ne dessinait que pour la déconne. Hergé mêle élégamment des personnages clairement caricaturaux avec des éléments et des décors réalistes. Et putain de bien chiadé. Tintin ressemble à un smiley avec une mèche. Haddock est la caricature du matelot poivreau. Les Dupont sont une blague à eux seuls. Tournesol, inspiré d'Auguste Picard, ne ressemble à rien. Et Nestor... Oh putain, Nestor. Les décors, eux, sont mortels. Moulinsart est la réplique parfaite du château de Cheverny. Le bateau, la licorne, est super classe. Le Machu Picchu est merveilleux. La cité de Lhasa, elle déboîte sa Rome. Bon, la fusée est naze, ok. Mais il faut aussi dire qu'à l'époque, niveau documentation, des fusées, il n'y en avait pas. Mais elle est iconique cette fusée, on la reconnaîtrait entre mille. Il est balèze le beau. Parlons de la composition, tiens. Les planches sont dynamiques. Même s'il ne se passe rien, il ne se passe rien activement. Le meilleur exemple, c'est l'album Les bijoux de la Castafiore. Pas d'aventure extraordinaire, mais nous voilà plongés dans une histoire digne d'Agatha Christie. Mais l'action est là, et on se laisse prendre. D'ailleurs, faites l'essai chez vous, prenez un album au hasard, feuilletez-le, sans lire le texte, et vous verrez s'y dégager l'histoire et une compréhension intuitive de ce qui s'y passe. Venons-en à un autre point plaisant. Tintin est drôle. Pas Tintin lui-même, on a vu mieux comme des connards. Tintin, c'est drôle. Le capitaine Haddock qui dit des insultes, c'est drôle. Le Castafiore qui chante mal, c'est drôle. Le chinois qui veut couper la tête, c'est drôle. Les Dupont qui tombent, c'est drôle. Le lama qui crache, c'est rigolo, ça c'est rigolo, merde. Les noirs qui sont bêtes, c'est drôle. Et raciste. Le tournesol là qui s'énerve parce qu'il est sourd, c'est drôle, il s'énerve quand il traite de soir, c'est drôle. C'est devenu un classique d'ailleurs. C'est drôle, merde, même Milou il est drôle, putain. Il y a juste Tintin qui est pas drôle. Si, dans l'animé, il se permet un rire collectif, à peine forcé, digne d'un psychopathe. Je sais bien que l'humour c'est subjectif. Ce qui me fera rire moi, vous fera pas forcément rire vous. Et voilà, c'est pas de ma faute si vous avez pas d'humour. Mais que vous le vouliez ou non, Tintin c'est drôle. C'est un humour burlesque, qui joue sur les contre-pieds et les situations cocasses. Un humour dont Hergé était très friand. Bon, entendu, on va pas aller jusqu'à pleurer de rire, ni à se claquer la cuisse. Et voilà, ça fait sourire, ça peut déclencher un lol. Oui, je sais, lol c'est ringard. Mais je suis ringard. Je vous parle de Tintin là. Et j'ai un bonnet péruvien. Mais attention, faut pas croire que Tintin est une BD simpliste pour les gamins. Non, Tintin c'est une BD qui est décortiquée par l'intelligentsia. Il y a même des gens qui font une psychanalyse de Tintin. Des psychanalyses de Tintin. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils s'emmerdent. Les aventures de Tintin changent à chaque volume de thème et de couleur.
Qui a dit Tintin au Congo? Les thèmes abordés dans Tintin sont vastes. Enquête, aventure, écologie, science-fiction, policier noir, Tintin au Congo? politique, etc., etc. Bon, ok, on va pas pouvoir y couper. Est-ce que Tintin est raciste? Hergé travaillait dans un journal catholique et conservateur, mais il a eu également une éducation très conservatrice. Scoutisme, chant religieux et la doctrine traditionnaliste qui va généralement avec. Il est d'ailleurs rentré au petit 20e grâce à l'abbé Valère, qui était pas vraiment un progressiste. Hergé a donc grandi avec cette éducation qui lui a appris que les colonies étaient peuplées de nègres gentils mais stupides. Oui, à l'époque, dire nègre était quelque chose de distingué. Et il a dessiné son album Tintin au Congo sans plus se documenter et en pensant sincèrement être dans le vrai. Vous allez me dire que c'est un peu gros comme excuse, mais sachez aussi qu'à l'époque, les gens s'informaient beaucoup plus difficilement qu'aujourd'hui. Pas Google, pas Wikipédia, pas Universalis, pas Encarta, ni même un bon vieux tout l'univers. Ça fait un peu facile, mais oui, il faut bien recadrer le contexte, où les métropolitains se sentaient chargés du fameux fardeau de l'homme blanc, qui devait éduquer la population indigène tristement inculte, selon une culture qui n'était pas la leur. Mais ça excuse pas Tintin de son massacre de 27 animaux innocents dans cet album! Un vrai chasseur du bouchon noir. Tintin est une BD plus profonde qu'il n'y paraît. Car même si notre cher Hergé écrivait ses premiers albums au pif, vers le Lotus Bleu, il commence à réellement se documenter. Et il tient d'ailleurs des documents précieux qui viennent de Chine communiste grâce à un contact. Un certain Chang. Hergé faisait ça, et bien plus encore. Il ne faisait pas de la BD pour faire une BD, il y avait plus de profondeur dans son œuvre. Il y parlait de son actualité, et il faisait même des sujets d'anticipation. Les albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune ont été respectivement publiés en 53 et en 54. 16 ans avant Apollo 11, mec! Mais ouais, dans ton cul, Asile. Bon d'accord. Eh bien un thème qui n'est pas abordé dans Tintin, c'est le sexe. Et ce qui va avec, la femme. Dans Tintin, la femme a un rôle très secondaire. Et je suis gentil. On ne compte que 8 femmes sur 350 personnes. Vous allez logiquement me parler de Bianca Castafiore. Mais bon, ça vous saute pas aux yeux là? Ce gros pif, ce menton, cette corpulence, ce maquillage outrancier. C'est quand même clair que... Voilà quoi. C'est un travesti. Même l'album qui lui est consacré, il fout le doute. Bijou de la Castafiore. Les bijoux. Mais admettons que ce soit une femme. Ça reste quand même une vieille maquillée au rouleau, incapable de retenir un patronyme, et qui fait perdre toute crédibilité à l'opéra moderne dès qu'elle ouvre sa gueule. Et en plus, elle a tendance à maltraiter des gitans sur son temps libre. Bien. Mais plutôt que d'y voir une œuvre sexiste, on peut y voir une œuvre avant-gardiste. Bah oui, Tintin, il n'y a pas de gonzesse. Pas un flirt, pas une aventure, jamais. Alors, il n'y a qu'un pas pour en conclure quelque chose. Tintin serait-il gay? Regardez-les, tous ces jeunes et faibles. Chang, Zorino. Ne grandis pas trop vite, Abdallah. D'ailleurs, Tintin vit avec son chien, seul, dans un petit appartement rue du Labrador. Il ira même jusqu'à monter une expédition coûteuse pour retrouver Chang, son ami, au beau sourire et à la croupe rebondie. Et ça c'est bien. Parce que un héros gay, c'est rare. Bon, ok, d'accord. Vous allez encore me parler du contexte de l'époque, blablabla, et tout remettre sur le tapis. Faut pas oublier qu'à l'époque, la position des femmes dans la littérature était pas des plus extraordinaires, et qu'en plus c'était tous les hommes des patrons, etc. etc. Ouais, ok, pourquoi pas, hein? On va parler du contexte. Et de la censure. Il faut savoir qu'à l'époque, représenter la femme, et pire, les élans amoureux, étaient impitoyablement frappés par la censure. Et ça c'est dû à la terrible loi belge sur les publications jeunesse. Mais faut pas oublier que Tintin a commencé dans un hebdo catholique, très catholique, et que ses aventures se devaient avant tout d'être divertissantes, bon enfant et éducatives. Donc le fait que notre héros vive avec un vieux barbu dans un château ne veut pas dire qu'il soit gay. Le fait qu'il soit androgyne non plus. Tintin devait représenter une icône, un héros universel auquel les enfants pouvaient s'identifier, garçons et filles. Qu'il soit gay ou non, c'est un faux débat. Tintin n'est pas gay, ni hétéro. Il est Tintin. Et surtout un gros glandeur.
Oui, c'est vrai que pendant toutes ses aventures, il écrit moins de 6 articles et il squatte 80% du temps chez des potes un peu partout dans le monde. Et Tintin a le swag international, hein. C'est le seul qui met ses chaussettes par-dessus son pantalon. Et il n'a pas de moustache. Mais il y a autre chose qui est certainement due au contexte historique, sinon je ne peux pas m'expliquer tous ces écueils de mauvais goût, c'est la surabondance de moustaches. Les Dupont, Rastapopoulos, Alcazar, Mitsuhirato, Spalding, Oliveira da Figueira, Général Tapioca, Colonel Boris, Frank Wolf, Ramon Bada, Séraphin Lampion, Dr Muller, Combo Barbichette, Tournesol, Combo Book, Alonso Pérez, Combo Collier de Barbe. La moustache, ça fait perdre toute crédibilité à n'importe quoi. Par exemple, vous dites mon enfant s'est fait enlever. Ben voilà, ça passe, on peut même le replacer dans un repas mondain. Par contre, si vous dites mon enfant s'est fait enlever par un moustachu, alors là c'est fini, même le gamin en question peut se foutre de ta gueule. Autre exemple, dans un film, on vous décrit un personnage plutôt mystérieux, un espion, roi du déguisement. Là, vous pensez à Ethan Hunt ou Jason Bourne. Mais si je rajoute moustachu, là, vous ne pouvez plus imaginer que les Dupont. Donc, grosse faute de goût aujourd'hui de voir autant de pilosité faciale sur des personnages qui devraient être crédibles. Et Tintin, lui, il n'est pas moustachu. Comme quoi, même à l'époque, la moustache c'était déjà une preuve de mauvais goût. Tiens, Nestor non plus, il a pas de moustache. Oh putain, Nestor! On lui est passé entre les gouttes, mais on ne l'a vu pas, nous! Ouais, revenons sur Nestor, le petit FDP, qui, je le rappelle, est le majordome du château de Moulinsart. Dans Le Secret de la Licorne, il découvre que Tintin s'est introduit chez les propriétaires les frères Loiseau. Tintin fait croire qu'il est employé aussi, et Nestor, avec son incroyable visage de cire, fait croire qu'il a avalé ce piètre mensonge et finalement... Il lâchera même le pitbull au cul de Tintin et laissera Maxime Loiseau sortir une arme à feu pour chasser cet intrus à houppette. Une fois que les forces de l'ordre sont intervenues, cette petite salope de Nestor prétend que ce n'est pas de sa faute et qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Vous noterez que les nazis ont eu la même défense lors du procès de Nuremberg. Bim, un point Godwin. Et finalement, Nestor restera majordome à Moulinsart, mais sous les ordres d'Haddock et de Tournesol. Oui, ils sont en fait copropriétaires si vous lisez bien la fin du trésor de Rackham le Rouge. Sauf que je suis sûr que ce petit bâtard il prépare un coup en douce avec Maxime Loiseau, là, qui a échappé à la prison. Et entre nous, vous êtes sûr que la jambe cassée du capitaine Haddock c'est un accident? Pour finir, les aventures de Tintin, BD traduite en plus de 50 langues, dont l'espéranto et le ch'ti, est bien plus qu'une BD. C'est une œuvre classique, car littéralement enseignée dans les classes. Et c'est aussi une œuvre qui est rentrée dans l'inconscient collectif, car on y fait très souvent référence. Du haut de ses 24 tomes et 200 millions d'exemplaires vendus, Tintin s'est par la suite décliné en série animée. D'abord en 1960, sous la direction de Ray Goossens, qui a aussi réalisé le dessin animé Astérix le Gaulois, puis en 1991, sous la direction de Stéphane Bernasconi. Lui, il a fait Babar et Orson et Olivia, mais on se rappellera surtout de lui pour ses aventures de Tintin, très fidèles, dynamiques, bien animées, avec un doublage de bonne qualité et une musique de toute beauté. Merci Ray Parker, Jim Morgan, Tom Sezniak, et désolé si j'ai mal prononcé ton nom. On a aussi eu le droit à plusieurs films d'animation ou en prise de vue réelle sur Tintin, dont Tintin et le mystère de la toison d'or, Tintin et les oranges bleues, Tintin et le lac aux requins, et le secret de la fucking licorne. Avec le duel de grues! Ils ont fait un duel de grues! Oh putain. Il existe aussi de nombreux fans de films et je me permettrai d'en citer qu'un, Tintin vs Dragon Ball. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à vous dire sur Tintin. Merci de votre écoute. Et pour conclure de façon brutale et ringarde... Rappelle-moi, c'est quoi le prochain épisode? Ouais, c'est ça.